Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va nous prendre l'avion et faire un petit tour du côté de l'île Maurice, c'est dans Cosmo Réunionnais. Et pour parler de l'île Maurice, qui mieux que Krishna Sao? Bonsoir. Bonsoir Jasmine, bonsoir tout le monde. Alors, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé après ce cas qui a déclenché quand même... Oui, ce cas atypique. Ouais. Et donc, on a fait 894 tests. Alors, on va juste rappeler que la l'île Maurice, ils ont découvert un cas, enfin, que le monsieur avait été testé et déclaré négatif, mais qu'un mois plus tard, il a été... Oui, le virus est réapparu. Et entre-temps, il a infecté son père de 71 ans et son fils. Et son fils a beaucoup bougé à l'île Maurice, à l'intérieur de l'île. Oui. Et ce qui fait, c'est pour ça qu'ils étaient très prudents. Et tout de suite, on a mis des tests. On a fait 894 tests, contact tracing. Hein. Et on a eu un cas positif, un jeune de 20 ans. Et on continue, bien sûr, à rechercher d'autres cas s'il y a. Mais la crainte d'un cluster s'éloigne. D'accord. Il y aura peut-être encore des cas comme ça, mais la première crainte, c'était le cluster. Après 894, et je pense en ce moment, il sera vers les 1000 tests, cette chose est faite. Mais aussi, il faut saluer les Mauriciens, saluer le gouvernement, qui ont à tout moment préconisé de garder le masque et distanciation sociale, même quand il y avait 0 cas local. Et ça, je pense... ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué. D'accord. Il y a donc au moins là aujourd'hui le monsieur qui lui avait été testé positif, comment il va? Ben lui, il va bien. C'est un jeune, hein, c'est pourtant, enfin jeune comme vous et moi. Puis il y a son fils. Un petit peu, on est un petit peu plus inquiet pour son père qui a 72 ans, mais 71 ans, mais jusqu'à maintenant. Bon, il reçoit des soins, son cas n'est pas hyper critique, peut-être qu'il n'a pas des problèmes de diabète, etc., qui l'afflibirait beaucoup. On dirait que cette euphorie qui a été créée lorsqu'on a découvert ce cas s'est retombée un petit peu? Je dirais pas euphorie, mais la crainte, la précaution, la prudence qui a été toujours... de mise à l'île Maurice. Et aujourd'hui, si l'île Maurice est un rare pays dans le monde où le virus n'a pas fait des dégâts trop importants, c'est aussi grâce à ça. Et c'est aussi grâce à ça qu'on a pu fêter Diwali dignement. Et c'est aussi, je pense que là, il faut saluer, unique dans le monde, le seul pays dans le monde qui a organisé une élection pendant une pandémie dans le monde, l'élection villageoise qui s'est déroulée hier. On a eu c'est la première fois qu'on fait le décompte dans le même jour. Et avant, on transportait ça dans des boîtes et tout. Là, on tombait dans le truc de Trump. Est-ce que quelqu'un a ajouté des ballots supplémentaires, etc. Donc, dernier résultat à 2h45 du matin, le taux de participation aux alentours de 59-60%, ce qui est excellent pour un pays qui a Covid, enfin pandémie, et le plus grand 90% dans le plus petit village et 30% dans un des plus grands villages de participation. Et donc au sujet de l'échiquier politique, on peut dire que bon, chacun a gardé un petit peu sa place, mais la nouveauté, il y a un nouveau parti qui s'appelle Reform Party, qui c'est la première fois, il a des élus et il va même contrôler un village qui s'appelle Petite Rivière. Ça, c'est la surprise du jour et il faut suivre ce parti pour les municipales parce que voilà qu'il y a un petit nouveau
qui rentrent dans le jeu. Et ça, c'est super pour Maurice, parce qu'il n'y a pas de dynastie, il n'y a rien. C'est un parti fait de nouveautés, de jeunes qui n'ont jamais fait de politique, etc. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Mais aussi, on note des personnalités qui ont été élues. Je pense à M. Georges Ayane, qui a beaucoup travaillé pendant le déversement de fuel à Maïbo. Il est un habitant, enfin un restaurateur de Maïbo. Donc voilà, on peut pas dire que c'est encore tôt pour dire que le trio Ramgoulam, Béranger, Xavier Duval sont de retour. C'est un peu trop tôt. L'échiquier est bouleversé et il faut attendre les municipaux pour voir un petit peu où ça en est. Mais saluons ce nouveau parti, Réforme Parti. Ça veut dire que si on tient compte des résultats, ce nouveau parti peut venir jouer les trublions dans ce trio de Ramgoulam, Béranger, Duval? Oui, certainement. Peut-être pas aussi vite, mais il est là. Il a pris ancrage et maintenant, il va labourer et dans les prochaines élections, il faut compter sur lui. Alors, ce qui veut dire tout ce qu'il aussi... faut, c'est qu'il faut qu'il résiste à la tentation d'aller trop vite, d'être patient, de ne pas faire une alliance bric-à-brac juste pour un poste de ministre. Oui, voilà. Parce que c'est ça aussi, c'est le jeu. Dire que là, si il y a un parti qui arrive, qui fait des résultats, c'est d'une part un espoir pour ceux qui veulent changer un petit peu de tête, et puis en même temps, c'est quelque chose qui est paradoxal de dire ça, mais ne fait pas la politique qui veut. Oui, non, mais... Entre les vieux qui sont là depuis, entre guillemets, ceux qui sont expérimentés, qui connaissent la politique, qui connaissent tous les techniques de la politique, et un jeune qui arrive... Tactique. Voilà, un jeune qui arrive, qui est souvent issu de milieux modestes, de milieux populaires, tant qu'il fallait parler à la foule, il arrivait à trouver les mots. Après, il faut rentrer dans la pratique de la politique. Et on a vu, que ce soit à La Réunion ou à l'île Maurice, ça ne dure parfois, ces gens-là qui portent l'espoir sont vite happés par le système. Par un poste. Par un système. Pas un poste. Par un système, je sais pas, mais pas un poste. C'est ça ça c'est partout dans une entreprise. Si vous avez un bon manager et vous le faites voler par un autre, qu'il propose general manager, etc. Donc ça, c'est... voilà, il faut résister, il faut être patient. Et il faut être patient, mais il faut aussi durer. Il faut résister au chant des sirènes. Lorsque vous faites un bon résultat politique, vous avez tout de suite des propositions, vous avez tout de suite des portes qui s'ouvrent. Des portes qui s'ouvrent. Oui. Jusqu'à maintenant, le trio dont je parlais, le trio infernal, je dirais, l'avait pas inclus dans le groupe d'opposition. Et là, peut-être que ça va changer les donnes. Et d'abord, est-ce qu'ils vont accepter d'être inclus? Est-ce qu'ils acceptent d'être inclus? Est-ce qu'ils vont vite être avalés par les trois? Oui, c'est le but du jeu. Il te donne un poste, après il t'avale. Moi, j'ai l'exemple des petits partis à Maurice qui se lancent, qui font un petit peu de résultats. On leur propose un poste et ministre. Mais après, ils sont isolés dans le ministère. Les conseils de ministres, ils sont pas invités. Quand les décisions sont prises, ils savent pas. Ils découvrent la proposition, le budget dans le Parlement. Ils savent pas où ça va aller. Et on les écoute pas. Ils sont pas invités dans le petit comité qui dirige le gouvernement. Donc, ils sont enfermés dans un bureau de ministère, dans un coin perdu dans Port-Louis ou dans l'île. Donc ça, c'est souvent le cas comme ça. Ils ont le poste, mais ils sont aussi isolés après. Alors, quelle doit être leur posture, leur comportement? On est en 2020, fin 2020. Les élections, c'est en 2022, c'est ça? Oui, je pense que leur posture, c'est que... En 2024, vous avez dit, pardon. Oui, 2024. La posture, c'est que à un moment donné, les gens vont être raisonnables parce qu'ils vont faire le choix d'une nouveauté, parce que à l'intérieur du trio infernal, les leaders sont fatigués, ils sont vieux,
Et bon, voilà. Donc, à un moment donné, les gens vont dire non, mais on peut pas voter 3 vieillards au poste. Donc, et donc, avant, s'il n'y avait pas une alternative, donc ils auraient voté le vieillard parce que bon, il n'y a pas de choix. Mais là, si on propose un choix, je pense que ils devront le faire. Les élections villageoises l'ont démontré. Les Mauriciens savent choisir la nouveauté. Je vous dis, il y a des personnages qui ont été élus, plus le parti. Donc, voilà. On n'a pas vu de gros mouvements de bastions de tel parti converger vers d'autres partis. Après, vous savez, dans toute association, il y a des additions, mais il y a des soustractions. Il y a des gens qui sont PMSD qui vont pas voter s'ils font une alliance parce qu'ils sont ils sont contre, ils ont toujours été contre MMM, c'est les ennemis de longue date. Donc voilà, donc tout ça c'est beaucoup de fiction. Si on regarde les résultats de ces élections villageoises, quelle analyse on peut faire en fonction des résultats? En fonction des résultats de l'analyse, les gens vont d'une voter. Ils veulent du changement? Ils veulent du changement, ils vont donner un coup de pied à ces trios infernales et ce gouvernement en place, il a eu une claque quand même parce que il n'a pas pu faire mieux que sauver les meubles. Donc c'est la grande indication, c'est pour ça que je commençais par ça. Sinon j'aurais parlé de je ne sais quoi. Ce qui veut dire que quand on regarde, il y a l'usure du pouvoir pour ceux qui sont en place qui s'alternent depuis maintenant, depuis 1968. Oui, et comme a dit une dame qu'on a interviewée dans le district de Flac, elle a dit oui, quand on a besoin d'un petit aide, tout le monde qui a été élu nous a aidés, mais on a un problème d'eau depuis tout le temps. C'est-à-dire la journée, l'eau ne coule pas. L'eau commence à couler à 9h du soir. On doit rester de 9h du soir à 11h du soir pour remplir les seaux, etc. Pas tout le monde a l'opportunité d'avoir un ballon sur le toit. Et donc, ça, c'est quelque chose qui commence à peser avec le temps, quoi. Parce qu'on vient raconter où vous aurez de l'eau 24/7, mais après... une fois élu, le ministre commence à parler de privatisation, d'affairage. Écoutez, à un moment donné, il faut être logique avec soi-même. Mais là, et je reviens à ma question, Krishna Saou, oui, bien sûr. Quand on analyse les résultats, il y a une volonté de changement, de renouvellement de la classe politique. Oui, renouvellement du personnel politique. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Il faut être plus précis. Est-ce que derrière, il y a des jeunes aujourd'hui qui montrent des compétences à entrer en politique, à avoir une posture politique, à avoir un discours politique? Est-ce qu'à Maurice, on prépare la nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques? Ils sont là, je pense. Je vous donne l'exemple de M. Georges Ayane, qui depuis très longtemps a fait un combat extraordinaire pour protéger les pages publiques, entre autres. Et c'est quelqu'un qui a toujours indépendant, qui a un petit parti. Et il y en a plein comme lui. Et il y a des jeunes. Et vous savez, à Maurice, si vous êtes un jeune, vous voulez faire de la politique, si vous tapez dans la porte d'un grand parti, s'il vous refuse, c'est foutu pour vous, hein. Donc, parce que sinon, c'était toujours le cavalier seul des 3 partis. Oui, voilà. Mais là, avec ce petit parti entre guillemets, qui arrive, qui fait des résultats aux élections villageoises, ça montre que parfois, ça peut marcher. Oui, non, mais ça va marcher, je pense, là. Je pense que c'est le tournant, parce qu'on ne pourra pas garder les 3 vieillards en place. Il faut être réaliste. On ne dit pas ça méchamment, on ne dit pas ça... c'est un constat, hein, c'est factuel, ça. Donc, Monsieur Béranger, il arrive à peine à marcher. Monsieur Ramgoulam, il prend des dopants et tout ça, hein, il est toujours excité, mais après, on voit qu'il se calme. Et Monsieur Xavier aussi, il n'est pas tout frais. Et puis, bon, il a ses casseroles aussi. Ça fait un bon moment, il est au pouvoir et il a rien fait. Je donne un exemple très simple. Au niveau du tourisme, il a bradé la destination de touristes et comme ça a dévalué le premium que ça avait, que son père avait mis. Son père avait dit, on est un petit peuple.
petite île, il faut développer un tourisme un peu haut de gamme pour pouvoir exister. Et donc, lui, il a fait des braderies. Et puis, vous savez, quand il était ministre de tourisme, il faisait que compter les arrivées à l'aéroport. Voilà, j'ai fait 2 millions d'entrées. Et il disait que résultat sur résultat. Mais si on creuse un peu, sur certaines prestations, on est perdante, hein. C'est-à-dire qu'une fois que le touriste a payé son billet d'avion, a payé son formule, toute pension, il dépense pas grand-chose des fois. Et on l'encourage pas non plus à dépenser grand-chose. Donc ça, c'est catastrophique du point de vue de rentrée d'argent, hein. Bon, bientôt on deviendra comme République dominicaine avec le all inclusive, tout compris, boisson, manger. Quand vous donnez tout compris, manger, boire, gratuit, les gens vont rester à l'hôtel. Pourquoi ils vont aller ailleurs? Ils ont tout, ils ont une piscine, ils ont la plage, ils peuvent boire à volonté, ils peuvent manger à volonté. Mais il faut faire gaffe. Et ça me rappelle la mésaventure du groupe Apavou, qui avait 4 hôtels, mais qui maîtrisait pas trop le concept tout compris. Et les gens bouffaient pour 4 personnes. Après, à un moment donné, il n'avait même plus rien à la cuisine. Donc, il y a une technique à adopter. Il faut pas que toutes les viandes viennent, parce que les gens il y en a qui se met une demi-heure à l'avance du buffet. Ils rentrent et bouffent toute la viande. Après, les autres qui arrivent, qu'est-ce qu'on va leur donner? Donc, il y a une technique à bien réguler. Comment on fait ça, tout ça. Donc, pour pas faire des pertes énormes, parce que on a prévu le buffet pour peut-être par personne 2 repas. Mais il faut pas qu'une personne mange 4 repas. Donc, il mange toutes les viandes, il laisse tout dehors. Donc, ça, il faut faire attention à ça. Parce que, bon, nous, Mauriciens, quand on va dans les hôtels, on est un peu naïfs, on mange que du pizza. On croit que c'est la classe. Bon, voilà. Donc, mais tout le monde n'est pas Mauricien. Celui-là, je le connaissais pas. Ah, si, hein. Moi, quand je vais à l'hôtel, on était Club Med avec nos amis, là, on a organisé un dîner qui était payé par l'entreprise. Nous, Mauriciens, on mange que pizza. Après, le patron lui-même, il vient nous dire, patron de l'hôtel, il dit, vous êtes couillons, vous, Mauriciens, à manger que pizza, mais allez manger un peu de viande, de trucs, goûtez un peu. On a pris des tranches de pizza, toute variété de pizza, on bouffe comme ça, comme des malades. Après, on n'a plus faim. Bon, non. Excellent. Je savais pas. Mais je reviens à ce que je disais, c'est... Non, il faut détendre un peu l'atmosphère. Oui. Hein. Bon, là, on dit rayonner. Bon, écoute, commencez à préparer le dinde, tout ça. On va pas se laisser abattre. Bon, je sais qu'il y a des gens seuls et c'est pas très cool d'aller manger seul. Et c'est pour ça que je donne cet exemple. Vous pouvez mes aventures que vous allez manger seul et vous arrivez au restaurant de l'hôtel, vous avez que des pizzas, tranches de pizza à manger pour le nouvel an. Donc, croyez pas que manger au restaurant, c'est toujours la joie. Donc, restez chez vous, partagez un bon repas avec les voisins, et voilà quoi. Hein. Je reviens à ma question, Christian Sao, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le peuple mauricien a envie justement, parce que je pense que depuis 1968, l'année d'indépendance de l'île Maurice, à 2020, il y a eu le temps d'une évolution. Est-ce que aujourd'hui c'est le moment de dire que il faut passer à une autre étape, il faut passer à autre chose? L'île Maurice a besoin d'un souffle différent. Oui, je pense que on est au bout du logique. On est au bout du logique. Le train, il rentre en gare. Il va falloir des passagers sortent et des nouveaux rentrent. Parce que, comme je vous dis, les 3, ils sont des vieillards. Donc là, ils ont beau eu des gosses, ils ont beau eu d'enfants, mais c'est pas dit que leurs enfants, ils seront choisis automatiquement parce qu'ils n'ont pas d'expérience aussi. C'est pas un sondage, mais quel serait, à votre avis, le sentiment de la population de dire demain, il y aura de nouvelles têtes, demain, il y a de nouveaux personnages, il y a de nouveaux projets. C'est ce que veut la population mauricienne? Oui, on est au bout d'une logique, là. Donc, même si on ne se le dit pas, il faudra se rendre à la réalité. Hein. Donc, pour 2024, il va falloir mettre une équipe de relève, des vrais relèves, pas des partis qui mettent quelques jeunes et qui sont bousculés dans le Parlement, on leur donne une feuille, ils connaissent rien, il lit une feuille, après... Non, ça, on n'en veut pas. Je crois qu'on a fait l'expérience, là, les dernières élections, où les partis ont mis quelques jeunes,
mais on leur donne pas l'opportunité vraiment d'être aux manettes. Donc il y a parmi les dynasties, il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Et donc je pense que oui, il va falloir que même les partis là qui sont en place, les trios infernales, tirent les conséquences eux-mêmes, hein, soient un peu réalistes. Il faut changer le cap, faut changer et ça se fait avec du nouveau personnel. Le Covid a bouleversé aussi les comportements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens réfléchissent différemment ou un regard différent, et cette envie, ce besoin d'avoir un renouvellement est peut-être plus fort. Oui, bien sûr, le Covid, je pense, ne laisse personne insensible dans le monde. Hein. C'est la première fois dans notre génération qu'on connaît une telle épreuve. Et on n'était pas prêt non plus pour ça. Donc, il y a eu des cafouillages un peu partout. Donc, et en ce moment, on voit que les choses sont en train de se mettre en ordre et le taux du virus est en décroissance, comme vous m'avez rappelé tout à l'heure, donc qui est une bonne chose. Et donc, si on continue sur cette voie-là, eh ben, un peu encore de sacrifice, de porter le masque, de distanciation sociale, et non seulement de faire que le taux du virus passe en dessus du barre d'occupation de lit d'hôpital, mais beaucoup plus bas encore. Je pense que avec le virus qui va arriver et qu'on espère, et un virus qui s'avérera 100% efficace, donc je pense que là, on a une bonne corde à jouer pour s'en sortir d'ici la fin de 2021, le temps que tout se met en place vraiment comme il faut. Merci Christian Zaou pour cet échange. Merci donc rester là pour en tout cas ces nouvelles de l'île Maurice, en tout cas qui montrent que là-bas aussi les choses évoluent, et tant mieux. Cette île est magnifique et mérite aussi de grandir à tous les niveaux. Nous, on va regarder l'épisode 3 concernant la Saint-Gilles. On se retrouve juste après. Ce ne sont pas les collines de Beverly Hills que nous apercevons. Nous arrivons à Saint-Gilles, quartier emblématique de Saint-Paul. En raison des pas géométriques aussi appelés pas du roi, le littoral de Saint-Gilles était peu peuplé. Il s'agit d'une bande de terre de 81 mètres 20 de large, comptée à partir du bord de la mer. Mais en 1922, un décret autorise les pouvoirs publics à vendre quelques parcelles du littoral dans le but d'ouvrir au plus grand nombre les bords de la mer. Dès 1674, personne ne pouvait devenir propriétaire dans cette bande de terre. Les raisons étaient d'abord d'ordre militaire pour pouvoir installer des batteries et éventuellement édifier des fortifications pour protéger l'île de toute attaque extérieure. Nous sommes avec Olivier Fontaine, qui est docteur en histoire moderne, spécialiste de l'histoire maritime de la Réunion. Vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule « Défense et défenseurs de l'île Bourbon ». J'ai particulièrement aimé, M. Fontaine, votre dernier livre, Histoire de la Réunion et des Réunionnais. Est-il vrai qu'il y a eu des batteries de canons dans la rade de Saint-Gilles ? Oui. Il y avait 2 batteries qui ont été construites en 1757, donc au début de la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans donc, commence en 1756 et se poursuit jusqu'en 1763. Donc effectivement, les fortifications naturelles de la Réunion sont un atout. Et des gouverneurs vont le dire. Ils vont dire la Réunion est mieux placée pour être le point central fortifié de la France dans la zone sud de l'océan Indien que par exemple l'île de France, bien sûr, dont la défense coûte beaucoup plus cher. Et elle est beaucoup plus aléatoire. La Réunion a déjà effectivement, c'est un peu exagéré, mais déjà de manière naturelle, une forteresse. L'activité maritime, elle se passait ici. Parce que Saint-Gilles était un point de débarquement. Donc dès qu'on a commencé à envisager la défense de l'île, eh bien, on a pensé qu'il fallait protéger Saint-Gilles. Et en fait, les embarcations donc venaient, les chaloupes, etc. venaient ici. Les entrepôts étaient de l'autre côté. C'est là qu'avait lieu l'activité maritime. Et les navires jetaient l'ancre au large. Jetaient l'ancre à peu près dans le prolongement là-bas. D'accord.
va dire dans le prolongement du phare vert de la jetée du port, là-bas. Ouais. Juste après celui qui est rouge. Ouais. Voilà. Et il fallait... Et je vous le dis, il suffit effectivement de poser 2 batteries qui vont croiser leur feu à l'entrée de la passe de la rivière Saint-Gilles. Elle se trouve derrière le corps de bâtiment là qui est la base nautique, elle est juste derrière. C'est une petite fortification qui se trouve sur la rive gauche de la ravine Saint-Gilles. Nous sommes sur l'ancienne batterie de Saint-Gilles, c'est bien cela. Exactement. Une des 2 batteries qui ont protégé la rade de Saint-Gilles, l'autre se trouvant très probablement de l'autre côté de la rivière Saint-Gilles. Et c'est la seule qui subsiste aujourd'hui. C'est vous voyez le mur qui était probablement le mur d'enceinte et les canons se trouvaient au-dessus. Et ils étaient évidemment protégés par un parapet. Et à l'époque de l'attaque anglaise, cette batterie est équipée de 2 canons. Et l'autre batterie en face également de 2 canons. Et ça permettait de protéger efficacement la rade de Saint-Gilles. Et juste derrière, donc elle va tirer... Dans les textes qui parlent des 2 batteries de Saint-Gilles, on ne localise pas cette seconde batterie. Seconde batterie qui n'est pas identifiée. Une batterie qui devait donc se situer sur la rive droite de la ravine Saint-Gilles. Probablement à la base, je la situerais probablement à la base du Cap Noir. Tout simplement parce que je pense qu'il fallait qu'elle soit un petit peu en hauteur, que l'endroit où elle devait être construite devait quand même être assez décalé par rapport à l'embouchure de la rivière. Donc en 1806, les Anglais exercent ce qu'on appelle un blocus autour de la Réunion, c'est-à-dire ils ont une flotte qui tourne en permanence autour de l'île pour interdire à tous les bateaux d'entrer ou de sortir. Qui fait que les vigies communiquent avec les bateaux pour essayer de leur signaler la présence de la flotte anglaise. À chaque fois, il y a un peu un jeu du chat et de la souris entre les bateaux qui viennent à la Réunion et cette escadre anglaise. Il y a ce bateau, l'Apollon, qui arrive de Madagascar et qui est pris en chasse par donc la flotte anglaise, la flotte de guerre anglaise, et qui se réfugie dans la baie de Saint-Gilles, sous la protection donc des batteries de Saint-Gilles. Et là, ce qui montre d'ailleurs l'efficacité des batteries de Saint-Gilles, c'est que les Anglais vont tenter de s'emparer de ce bateau, malgré le fait qu'il soit sous la protection des batteries côtières de Saint-Gilles. Donc ils vont ils vont d'abord commencer par envoyer ce qu'on appelle des péniches. Donc les péniches, ce sont de grandes chaloupes dans lesquelles on place des hommes, des soldats, pour qu'ils essayent de prendre l'Apollon par abordage. D'accord ? Les péniches vont être repoussées et le lendemain, le vaisseau principal de la flotte anglaise, la frégate qui doit être la Psyché, me semble-t-il, mais j'en suis pas certain, va donc tenter à son tour. Alors une frégate à l'époque, il faut vous dire que c'est le plus gros bateau de guerre qui existe à l'époque. C'est vraiment donc considéré comme un bateau très très puissant, et contre lequel on hésite, même les bateaux hésitent à s'engager au combat. Ce sont les navires de guerre les plus puissants de l'époque. Et bien donc la frégate de l'escadre anglaise va tenter de briser le tir des batteries côtières de Saint-Gilles pour aller s'emparer de l'Apollon. Eh bien, le système de défense de Saint-Gilles est si efficace que les batteries de Saint-Gilles vont repousser la frégate et qu'elle va être obligée de battre en retraite après s'être vue infliger pas mal de dégâts par ces 2 batteries. Et d'ailleurs, Saint-Gilles ne sera plus jamais attaqué par la mer ensuite. La deuxième attaque dont je vous ai parlé, qui concerne Saint-Gilles, elle va venir de la terre. Elle va consister en un mode opératoire que les Anglais vont répéter plusieurs fois à La Réunion, une fois pour la conquête de Saint-Paul et une fois pour la conquête de Saint-Denis, à savoir que les Anglais vont débarquer loin des fortifications côtières et ils vont attaquer ces fortifications côtières non pas par la mer, parce que là ils prennent un risque, mais par la terre, donc par derrière. C'est comme ça que les Anglais ont attaqué Saint-Paul, après avoir débarqué à la Pointe des Galets. C'est comme ça qu'ils vont attaquer Saint-Denis, après avoir débarqué à la Grande Chaloupe et à Sainte-Marie. Eh bien, pour attaquer Saint-Gilles, alors à l'époque, cette attaque va avoir lieu en septembre 1810, quelques jours après la prise de Saint-Paul. Donc les Anglais sont les maîtres de la ville de Saint-Paul qu'ils tiennent. Ils vont mener une offensive conjointement depuis la terre. Donc les troupes anglaises vont passer par le cap Laoussé et arriver
derrière les défenses de Saint-Gilles, en même temps que la flotte anglaise va attirer l'attention des défenseurs des bordées, c'est qu'ils vont enclouer les canons, c'est-à-dire les rendre inutilisables par l'ennemi, et ils vont abandonner les fortifications et battre en retraite après avoir donc saboté leurs installations militaires pour pas qu'elles ne puissent être récupérées par l'ennemi. La Réunion, rebaptisée alors île Bonaparte, a été occupée par les Anglais de 1810 à 1815. Tandis qu'à cette même époque, les îles françaises des Seychelles, comme l'île de France, aujourd'hui Maurice, nous ont été dérobées par la couronne britannique. Aujourd'hui, il ne reste qu'une de ces batteries. Très probablement parce que sa situation lui permettait à elle seule de continuer à interdire le mouillage et l'accès à la plage à d'éventuels ennemis. Selon l'historien Olivier Fontaine, la Réunion était jadis une forteresse naturelle de par sa barrière corallienne et sa géologie accidentée. C'est René Robert, à qui l'on doit le classement de la Réunion au patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO, qui va nous en parler en tant que géographe. Le récif corallien à La Réunion n'est quand même pas un événement important dans la construction de l'île. C'est une addition non négligeable, mais ce n'est pas un événement important. Ce n'est pas le récif corallien qui fait les 250 000 hectares de La Réunion. D'accord ? Mais ce n'est pas simplement ça, La Réunion. La Réunion, c'est aussi des effondrements géants. Mais des effondrements qu'on ne peut que très difficilement comprendre à l'heure actuelle. Il y a 400 000 ans. Bon, vous allez me dire 400 000 ans, c'est vieux, on s'en fout, etc. Non, mais moi, je m'en fous pas. Vous verrez pourquoi. Eh bien, le sommet du Piton des Neiges, du côté du Gros Morne, qui est à l'heure actuelle à plus de 3000 mètres, mais qui à l'époque était bien au-dessus de 3000 mètres. Le sommet du Gros Morne va s'effondrer. Et le Gros Morne, c'est au centre de l'île. Cet effondrement va se diriger vers Mafat, mais à une époque où Mafat n'existait pas. Parce que Mafat est très récent. Donc, tous ces cailloux-là qui vont s'effondrer, cette terre, etc., tout ça, ça va dévaler la pente. D'accord ? Et ça va arriver en mer, entre Saint-Gilles, vous parliez de Macouya tout à l'heure, vous voyez ce que je veux dire, donc Saint-Gilles-Village, et vous savez, la grotte des premiers Français, le cap La Marianne, à l'entrée de Saint-Paul. Vous voyez tous ces tufs qui sont là, qui font le cap au Mar, qui font la falaise après le Boucan-Canotte. Tous ces tufs, ce sont les conglomérats qui ont été formés, qui ont été cimentés avec les débris de la démolition du Gros Morne il y a un peu plus de 400 000 ans. D'accord. Ah oui, d'accord. Vous imaginez le déplacement de la masse de roches depuis le Gros Morne jusqu'à Saint-Gilles-Saint-Paul. Vous imaginez ça aujourd'hui? Alors la question n'est pas de faire peur, on n'est pas là pour faire peur, on est là pour montrer que comme le lagon, on le disait tout à l'heure, évolue toujours dans un sens, dans un autre, le volcan de la Réunion évolue aussi dans un sens comme dans un autre. Mais quel est l'impact des activités agricoles sur le lagon? On va développer, surtout à partir du début du 19e siècle, à La Réunion, on développe la culture de la canne à sucre. Pour l'industrie de la canne à sucre, on a besoin de nettoyer le jus de canne qui est sale, et pour cela, on doit utiliser de la magnésie qu'on importe, mais à une époque où cette magnésie n'existait pas. C'est-à-dire quand on a débuté la canne à sucre à La Réunion, on va utiliser le calcaire du récif corallien pour, justement, travailler cette purification du jus de canne qu'on vient d'écraser, et pour donner ensuite le sucre, puisque c'est la destination finale. Au cours des années 30, 40, 50, bon, j'étais petit, je m'en souviens bien, on voyait des gens qui n'étaient pas des pêcheurs, mais qui étaient des ouvriers, qui allaient avec des barres à mine, c'est-à-dire avec des barres de fer, sur le récif corallien, casser du corail, les mettre sur des radeaux. Ces radeaux ramenaient les éléments du récif sur la plage, on en faisait de gros tas, puis on arrivait avec une charrette à bœufs, on mettait cela, et ensuite on allait à la chauffoinerie, c'est-à-dire on allait au four à chaud. Bon, le four à chaud fabriquait de la chaux vive, ben vous avez une idée de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu enlever comme tonnes de calcaire dans le récif corallien de Saint-Gilles. Fatalement, ben vous allez toucher à la dimension écologique, c'est-à-dire que la faune et la flore vont périr. Oui, mais de nos jours, les gens préfèrent s'adonner à des activités plus saines comme le kayak, le pédale ou le kitesurf. Bon, bah c'est la condition humaine. Hein. On va pas
On ne va pas faire un jugement dernier en disant on a tort, on a raison. Je crois que c'est la réalité. Partout où on s'installe, on a fait des travaux qui finalement se retournent contre nous parce qu'on touche à la nature qu'on ne connaît pas suffisamment pour savoir éviter telle ou telle chose. En fait, on a planté toute cette forêt de fil à eau, justement, c'est pour alimenter les fours à chaud, pour la cuisine de feu de bois, et aussi pour les rails du chemin de fer, il me semble. Exactement. Aussi. Donc, deuxièmement, sur le récif corallien, vous pouvez trouver de gros oursins, et les épines de ces oursins nous servaient pour écrire sur les ardoises, parce que c'était ce qui remplaçait la craie à une époque où on n'avait pas de craie. Voilà comment on utilise la nature et comment on la transforme, parce que nous aussi, on a besoin de vivre, et pour notre vie, on a besoin de la craie pour les ardoises des gosses, on a besoin du coton, on a besoin du fil à eau, voilà. C'est une histoire ancienne, et c'est une histoire qui ne se tarira jamais. On aura toujours une relation homme-nature de ce calibre-là. Donc, en fait, la vie marine dans un récif corallien est une vie très, très, très importante, c'est-à-dire que le coefficient de construction vitale dans un récif corallien est très, très nettement supérieur à ce qui se passe en mer. C'est-à-dire que là, c'est un concentré de vie, mais qui se démultiplie à l'infini. Ici, on part régulièrement sur le récif corallien, on prend des exemples de coraux, etc. D'année en année, il y a des transformations, il y a des vies nouvelles qui apparaissent. On n'a jamais terminé de faire le bilan. Alors, en gros, les coraux, ce qu'on connaît le mieux sont les madrépores. Les madrépores, c'est par exemple les cornes de cerf, d'accord ? C'est comme ça, voilà. Les feu, là. Voilà. Les millépores. Les millépores qui sont proches justement des trucs de feu. Alors les acropores, qui donnent notamment les grosses boules des systèmes de millépores. Voilà. Les boudins de mer. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont brouter les têtes de coraux, comme par exemple les balistes, etc., qui vont digérer. Et au moment où ils relâchent les excréments dans la mer, une partie des excréments, c'est du sable. Autrement dit, tu as des animaux qui fabriquent du sable. Des coquilles qui vont devenir du sable, des algues qui vont devenir du sable, et des polypes qui vont devenir du sable. Au total, à l'arrière, on a une immense plaine qui part jusqu'à la falaise qui est à l'arrière, puis l'église qu'on a vue tout à l'heure jusqu'à la saline, c'est une ancienne plage énorme qui correspond à un récif corallien qui était beaucoup plus important que le récif actuel. Les coraux qui ont des formes de crâne, voilà. Et ceux qui ont des couleurs comme jaune, violet. Voilà. Et alors les couleurs, attention, les couleurs c'est quand même d'autres choses. Hein. C'est un pigment qui est dans le corail, qui est dans le calcaire, c'est ça. Et qui renvoie la couleur qui ne capte pas dans l'arc-en-ciel des couleurs. Si on revoit le jaune, c'est-à-dire qu'il a pompé les couleurs et qu'il rejette le jaune. En fait, il n'est pas jaune. Une rose qui est rose, en fait, a pompé toutes les autres couleurs, on renvoie le rose. C'est pourquoi les abeilles ne voient pas comme nous la même couleur des roses ou la même couleur de ceci ou de cela. C'est fantastique, ça.